Bien, bonjour à tous. Merci de participer en visioconférence à cette session des Journées économiques de Lyon qui se déroule sous un format un petit peu particulier, vous l'avez bien compris, et merci pour votre compréhension. Merci aussi à nos 5 intervenants d'être présents eux aussi sous ce format et de participer activement pour exposer leurs commentaires, leurs analyses sur les sujets que nous allons traiter qui sont excessivement importants, à la fois des sujets d'actualité, mais aussi des sujets qui s'inscrivent dans le temps parce que ça remonte quand même à quelques années et le temps s'accélère. Et quand on dit qu'il faut aborder ça de façon très urgente parce que la perspective est celle de 2050, c'est très bientôt, c'est demain ou presque, c'est dans 30 ans. Donc on va parler bien sûr des pandémies et de ce qui est en annexe aussi, dans la mesure où nous considérons que les urgences dont je parlais, il y a urgence, mais il n'y a pas d'exclusivité. Les pandémies, les épidémies sont un sujet très important. Le climat en est un autre, la biodiversité également, et bien d'autres sujets qui sont tous étroitement liés et qui n'ont pas d'exclusivité. Alors, pour parler de pandémie, de biodiversité, de climat, nous allons faire appel à 3 spécialistes du sujet qui interviendront successivement. Donc, d'abord, Frédéric Keck, que je salue, qui est agronome, qui est chercheur et spécialiste des pandémies et des crises sanitaires en général. Ensuite, Arnaud Gauffier, qui est ingénieur agronome, qui appartient à l'organisation non gouvernementale WWF France et qui a piloté notamment le rapport Planète Vivante version 2020, et également à Alain Grandjean, que vous connaissez bien, qui est économiste spécialiste de l'environnement et du climat, qui est président fondateur de Carbone 4 et également président de la fondation Nicolas Hulot. Mais on aurait tort d'aborder ces sujets que j'ai mentionnés tout à l'heure uniquement sous l'angle, je dirais, médical ou autre ou technique. Ils ont bien sûr une dimension éminemment politique, citoyenne de plus en plus. Et c'est pourquoi nous avons fait appel, et je vous en remercie, d'abord à Thierry Pêche, qui est directeur général de Terra Nova et qui est également le coprésident de la Convention citoyenne sur le climat, qui a rendu ses conclusions il y a quelques temps et qui sont maintenant dans le domaine du politique. Et comme nous parlons de politique, nous avons fait appel également à Fabienne Grébert, que je remercie, qui est universitaire, qui est élue régionale à la région d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui est tête de liste aux prochaines élections régionales, en espérant qu'elles se tiendront et dont on sait d'ores et déjà, peut-être pas la date prévue, et peut-être en juin 2021. Donc merci à tous. Dans l'intitulé de cette discussion, parce que c'est ça dont il s'agit, nous avons ajouté la somme de toutes les crises, tant il est vrai, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles sont toutes étroitement liées, on appelle ça une syndémie, entre autres, et qu'elles sont pas seulement médicales et sanitaires, elles sont très liées à notre mode de développement, à notre mode de vie, à la perturbation de nos écosystèmes, qui ont bouleversé le rapport de l'homme à l'animal, le rapport de l'homme à la nature, et qui ont entraîné, bien évidemment, le désastre sanitaire que vous connaissez, puisqu'on est à 55 millions de contaminés dans le monde, et 2 millions, on avait passé le cap des 2 millions en France, et aussi à l'arrêt total de l'économie. Il y a des conséquences économiques, sociales qui sont tragiques pour les populations les plus fragiles, les plus concernées, toujours quand il y a un problème de cette nature. Alors, nous n'aurons pas le temps d'aborder un petit peu tous les sujets, également parce qu'on n'a pas pu avoir tous les intervenants. Donc, on va se concentrer essentiellement sur le climat, la biodiversité, et les questions politiques et économiques que j'évoquais tout à l'heure. Mais je voudrais quand même vous dire un mot des autres défis qui sont aussi au rendez-vous pour 2050, notamment de l'urbanisation. On parle bien sûr de la démographie, qui est un véritable enjeu. Vous savez qu'on va passer de 8 à 10 milliards en 2050, mais surtout sur l'urbanisation. Pourquoi l'urbanisation galopante de la planète? Puisqu'il est prévu qu'à l'horizon, encore une fois, de 30 ans, nous serons en ville pour plus de 70% de la population mondiale, ce qui est extraordinaire. Et pourquoi je parle de ce sujet? C'est parce que, pour revenir à notre pandémie, vous savez qu'elle a éclaté à Wuhan, en Chine, qui est une ville de 11 millions d'habitants, l'équivalent de la Belgique, et que la région qui l'entoure compte 60 millions d'habitants. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est Wuhan, 11 millions. Demain, ce sera Lagos, au Nigeria, qui atteindra 35 millions d'habitants, c'est-à-dire la moitié de la population française. Et vous pouvez décliner ça sur bien d'autres villes, grandes métropoles, à l'horizon de 2050, qui seront pour l'essentiel en Asie. Ça veut dire que ce sont autant de foyers de contamination de lors que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Il faut savoir que sur ces grandes villes, ce sont des villes, mais aussi souvent des bidonvilles. Un mot aussi sur un autre défi, celui de l'eau, qui nous interpelle directement. Vous avez tous retenu les gestes barrières classiques, la distanciation sociale, le fait de porter même des masques, et on vous a dit, bon, il faut se laver les mains régulièrement.
se laver les mains régulièrement, si tant est qu'on puisse. Il faut bien savoir qu'1 milliard de personnes dans ce monde n'ont pas accès à l'eau potable directement et qu'il y en a autant qui ont accès à une eau qui n'est pas salubre et qui pose d'énormes problèmes. Donc voilà un deuxième défi aussi qui est lié et qui a des conséquences sanitaires et qui est le champ ouvert à toutes les pandémies et toutes les épidémies. Le troisième sujet, qui me semble aussi qu'on n'a pas le temps d'évoquer, c'est celui des inégalités qui se sont singulièrement accrues avec cette histoire de crise sanitaire, mais aussi avec les autres crises environnementales latentes. Et il faut savoir que c'est quelque chose de très important, puisque à l'heure actuelle, je parlais de crise économique, il faut savoir que dans le monde, plus de 2 milliards d'habitants travaillent, mais n'ont pas comment dire, de filet de protection sociale, et c'est vraiment un énorme problème. Et ce sera un problème qui va se poser quand il va falloir parler d'une égalité qui s'annonce, et on en reviendra sur l'histoire des vaccins, quelle que soit la nature des vaccins ou des vaccins, à qui va-t-on les donner et à quel prix? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 50% des vaccins sont préemptés par des gouvernements qui représentent à tout casser 12 à 13% de la population sociale. Donc, quid des 87% restants? Voilà ce panorama très, très large, mais comme je voudrais revenir au premier thème du sujet, qui est celui des pandémies et des crises sanitaires, on vous donne la parole, Frédéric Keck. En 2 mots, vous êtes diplômé de Normal Sup, anthropologue, je vous l'ai dit, vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes spécialisé sur les risques sanitaires et alimentaires auxquels vous avez consacré plusieurs années, notamment dans vos travaux en Asie, mais également en Europe. Parmi, je cite simplement 2 des derniers ouvrages que vous avez publiés. En 2010, une sentinelle sanitaire aux frontières du vivant, c'était aux éditions Terrain. Et je parlais tout à l'heure que vous êtes spécialisé aussi sur les crises alimentaires, puisque là, vous traitiez de la crise aviaire à Hong Kong. Et au printemps 2020, au cœur de notre actualité, les sentinelles des pandémies aux éditions Zone Sensible. Frédéric Kerr, nous vous écoutons. Merci à vous. Oui, merci de votre invitation. Pour commencer cet après-midi, donc je vais essayer de répondre à la question en quoi la pandémie est-elle le signe d'une crise dans notre mode de développement et comment fait-elle la somme de toutes les crises depuis les problèmes d'inégalité. On a vu la façon dont elle a pris le relais de la crise des Gilets jaunes ou des attentats terroristes jusqu'aux problèmes environnementaux, puisque elle résonne également avec le réchauffement climatique ou les phénomènes d'extinction d'espèces. Alors la somme de toutes les crises, on pourrait dire que c'est une des définitions de la catastrophe, c'est-à-dire que les crises en série nous renvoient à une discontinuité dans notre mode de développement. Et donc pour répondre à cette question, je partirais de l'étude des savoirs et des techniques d'anticipation des pandémies qui se sont mises en place depuis une trentaine d'années, justement, dans le passage d'une gestion des risques à une préparation aux catastrophes, notamment autour de la surveillance des microbes dans les réservoirs animaux. Alors, ce qu'on a remarqué avec des collègues anthropologues, c'est que la pandémie est traitée comme une des catastrophes naturelles, avec les ouragans, mais aussi les attentats terroristes, comme parmi l'ensemble donc des catastrophes auxquelles les systèmes de sécurité internationaux se préparent en transférant vers ces catastrophes des techniques de préparation qui venaient des simulations d'attaques nucléaires aux États-Unis. Alors, comment comprendre que différentes catastrophes s'agrègent dans ces techniques de préparation? Alors, on voit que la pandémie joue un rôle intermédiaire entre deux types de catastrophes, des catastrophes très, très courtes comme les attentats terroristes, et on voit la façon dont les médias traitent la pandémie avec le comptage des cas, les morts en série, le, la contagion de la virulence ou de la violence, et en même temps, l'anticipation des pandémies conduit à suivre les voies naturelles de leur émergence et inscrit ainsi cette surveillance dans le temps long des mutations invisibles. Donc la pandémie joue un rôle intermédiaire entre le temps court de l'urgence sanitaire ou sécuritaire et le temps long de la surveillance environnementale.
Ce qui a conduit les pandémies à jouer ce rôle intermédiaire en quelque sorte dans la préparation aux catastrophes, c'est l'augmentation des maladies infectieuses émergentes d'origine zoonotique, donc transmises des animaux aux humains depuis une trentaine d'années. On commence en général par Ebola, puisque les premiers cas en 1976 coïncident avec l'espoir d'une éradication des maladies infectieuses suite à la vaccination mondiale de la variole. Et puis ensuite, la confirmation de ce retour des maladies infectieuses par le sida, puis l'alerte sur les pandémies de grippe à partir des réservoirs aviaires, et enfin les coronavirus de type SRAS ou MERS, puisqu'il y a eu un foyer donc en 2016 au Moyen-Orient. Euh, alors, les maladies infectieuses d'origine zoonotique révèlent toute une chaîne de transmission de l'émergence jusqu'à l'amplification. L'émergence est faite par le rapprochement des animaux sauvages et des animaux domestiques du fait des trafics d'animaux, de la déforestation. On pense par exemple à la viande de brousse en Afrique. Puis l'émergence est amplifiée par la perte de diversité dans les élevages industriels. On pense à ces fermes de volailles en Chine. Et puis ensuite par l'urbanisation, donc ces grandes villes comme Hong Kong, Canton, maintenant Wuhan, où se transmettent ces maladies émergentes. Et enfin les transports internationaux qui conduisent les pandémies à se développer en quelques mois, là où elles se transmettaient euh, avant le début du XXe siècle en plusieurs années. Alors les mesures de contrôle des pandémies ont d'abord été radicales. On a vu les abattages de volailles dans les fermes, la fermeture des marchés traditionnels. Si ces mesures radicales se sont concentrées sur les marchés et les fermes comme lieu de contact intense entre espèces, c'est aussi que la transmission d'un virus pathogène des animaux aux humains signale une tension entre la production et la consommation de produits d'origine animale dont les conditions ont été invisibilisées et qui reviennent dans les médias à l'occasion de ces crises. On a vu récemment l'abattage de 17 millions de visons au Danemark pour éviter une mutation du coronavirus qui compromettrait la vaccination. Et on ignorait qu'il y ait autant de visons élevés pour la fourrure dans ce petit pays où il y a 3 fois plus de visons que d'humains. Et puis, on a eu, depuis 1997, l'abattage de dizaines de milliards de volailles contre le virus de la grippe aviaire, alors qu'il se transmet rarement des oiseaux aux humains, puisque pour le virus H5N1, qui est le plus létal, on a eu environ 1000 infections humaines et environ 600 morts. Alors, par contraste avec ces mesures radicales d'abattage, la mise en place de sentinelles, c'est-à-dire d'animaux captant les signaux d'alerte précoce des pandémies, permet de limiter les dégâts de ces infections émergentes euh, et d'instaurer une forme de communication aux frontières entre les espèces. Dans ces animaux sentinelles, qui peuvent être par exemple mis à l'entrée des fermes pour détecter du virus de grippe aviaire, les animaux sont considérés comme des vivants et non seulement comme des marchandises. Et donc dans mes travaux, qui partaient effectivement du problème des risques alimentaires, j'ai montré que les crises sanitaires mettent en scène la tension entre deux visions du vivant, comme marchandises dotées de valeur par les humains d'un côté et comme être vivant porteur de signes de l'autre. Est-ce qu'on peut dire alors que les pandémies signalent une vengeance des animaux contre leur traitement par les humains? C'est un discours qui a été beaucoup entendu, qui a été figuré par de nombreuses représentations dans les médias et qui a fait aussi la force symbolique de ces crises sanitaires d'origine animale.
Alors le discours sur la vengeance de la nature doit être pris avec prudence, car on ne peut pas attribuer une intention à l'ensemble de la nature, comme si on projetait sur elle l'action de l'humanité. Et c'est une des ambiguïtés du discours actuel sur l'anthropocène, de donner ainsi à l'humanité une intention globale qui, en retour, produirait une intention de la nature. Alors que si on regarde effectivement ces chaînes de transmission pandémique, il faut plutôt dire que à l'occasion d'une mutation aléatoire d'un virus, un ensemble de relations entre les vivants dans des systèmes de production et de consommation s'enrayent de telle façon que les crises s'additionnent, se multiplient à différents niveaux et mettent en scène un ensemble d'inégalités entre espèces et entre humains. Et donc pour conclure, puisque vous interrogiez dans cette séance sur l'idée de somme des crises, je dirais que pour totaliser ainsi les crises, et c'est bien l'effet de la notion de pandémie, hein, de totaliser un phénomène infectieux ou contagieux, il faut mettre en rapport ces chaînes de contagion avec la possibilité d'un arrêt de développement. Et le confinement l'a mis en scène de façon dramatique à l'occasion du coronavirus, mais on avait déjà vu ça pour la crise du SRAS en 2003, où l'activité des grandes villes d'échange comme Hong Kong ou Pékin s'était interrompue. Donc la possibilité d'un arrêt du développement conduit à suspendre notre relation consommatrice à la nature pour percevoir les signes que nous envoient les animaux. Si bien que se préparer à la prochaine crise conduit à passer de l'urgence de la crise sécuritaire à la longue durée de la crise climatique, en passant par cette durée cyclique des crises sanitaires qui mettent en scène ces frontières d'espèces et ces relations entre les humains et les animaux. Ces crises qui se déroulent donc sur des temporalités différentes conduisent les gouvernements, mais aussi les citoyens, et il faudra parler effectivement de l'implication des sociétés civiles, à prendre chaque crise comme un exercice de simulation permettant de préparer la prochaine crise. Vous m'entendez? Oui. Euh, Merci pour votre propos, qui balaye large et qui d'ailleurs nous permettra de revenir tout à l'heure avec des autres intervenants. Vous avez mis en avance le problème, ce que j'évoquais, du mode de développement et des conséquences. Juste, vous avez terminé en parlant des prochaines crises. Est-ce que ce seraient des crises de virus? Je vous livre un exemple. On est assez inquiet en ce moment quand on évoque la fonte du permafrost au Groenland, ce qui, si cette fonte continue, va libérer bon, du méthane, ça on le sait, mais peut libérer une quantité d'autres choses, et notamment des virus qu'on ne connaît pas actuellement. Est-ce que c'est une hypothèse qui est plausible, d'après vous? Euh, la fonte du permafrost qui libérerait des nouveaux virus n'est pas l'hypothèse sur laquelle les virologues travaillent de façon la plus urgente, parce qu'il faudrait une chaîne de transmission qui irait justement des grands territoires du Nord vers les grandes villes des pays industriels. L'hypothèse la plus probable, c'est quand même les déplacements de populations de moustiques du fait du réchauffement climatique, puisque on a vu avec Zika ou chikungunya que l'arrivée d'un moustique sur un territoire qui n'est pas immunisé produit des maladies infectieuses aussi graves que celles du coronavirus, avec des taux de mortalité pour la dengue, par exemple, de l'ordre de 1%, mais des prises en charge médicales pour 20% des personnes infectées. Donc voilà, moi je parierais plutôt sur des maladies à moustiques. Bon, merci beaucoup. Je me tourne vers nous, Arnaud, Arnaud Goffier. Euh, Frédéric Cac a parlé du lien, de la rupture du lien naturel entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la nature. Il a dit aussi, finalement, est-ce que la question est posée, est-ce que la nature se venge? Est-ce qu'elle se venge d'après vous, ou est-ce qu'elle simplement elle est dans une phase de maltraitance grave? C'est ce qui ressort un petit peu du rapport que
vous avez publié, donc rapport Planète Vivante. Arnaud Gauffier, vous êtes ingénieur agronome. Vous avez longtemps travaillé sur ces questions, sur les questions agricoles et la préservation des espèces. Vous avez rejoint donc WWF France en 2012. Je rappelle que c'est une ONG, c'est l'Organisation mondiale pour la préservation pour la protection de la nature. Vous y avez beaucoup travaillé sur l'impact des environnements agricoles, la déforestation, la destruction des écosystèmes, qui sont des sujets qui nous intéressent au plus haut point. Et vous êtes à la tête des programmes de cette organisation et donc du rapport Planète Vivante 2020. Je rappelle que je crois que vous publiez tous les 2 ans, hein, c'est ça, le rapport Planète Vivante, ce qui vous permet d'avoir sur la durée, puisque vous avez plusieurs publications, sur plusieurs années, une vision très très complète de l'état de nos écosystèmes et de la nature. Je vous donne la parole, Arnaud, sur ces sujets. Merci à vous. Bien, merci, merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, hein, le WWF publie tous les 2 ans ce rapport Planète Vivante qui fait un peu l'état des lieux, l'état de santé de la biodiversité, grâce à un indicateur qui s'appelle l'indice Planète Vivante. Je pourrais en dire 2 mots si vous le souhaitez, mais je voulais revenir déjà sur ce qu'avait dit Frédéric Keck aussi, hein, sur la conjonction des crises, et puis sur votre question, est-ce que la nature se venge? Alors, comme Frédéric Keck, je pense qu'on ne peut pas prêter à la nature des intentions de vengeance, à la nature ou aux animaux. C'est simplement une conséquence de nos actions, hein, de l'action de l'homme que nous subissons avec la pandémie de Covid et puis les pandémies que nous voyons arriver, les conséquences des atteintes aux écosystèmes, et tout cela mis en conjonction avec le changement climatique, comme évoqué Frédéric Keck, qui est un vecteur accélérateur de la propagation d'épidémies, qui aussi expose de nouveaux territoires à certaines épidémies. Et tout cela conjugué avec une économie totalement mondialisée, des échanges dans tous les sens, ce qui génère, ce qui augmente les facteurs de propagation de ces épidémies, tout comme les facteurs d'émergence de ces épidémies. Alors, ce qui est clairement établi actuellement, c'est le rôle de l'homme et notamment des atteintes à la biodiversité au sens large dans l'émergence de ces zoonoses. Ça a été encore montré il y a quelques jours, hein, par l'IPBES, donc le panel international sur les services écosystémiques, l'équivalent du GIEC, si on peut, pour simplifier, mais pour la biodiversité, un panel d'experts internationaux sur les services écosystémiques, qui a montré, via un rapport qui est sorti il y a quelques jours, fin octobre, qui a démontré très clairement le rôle, la conjonction entre perte de biodiversité et émergence de ces zoonoses. Et ils ont particulièrement mis l'accent sur les aspects aussi économiques et la prévention de ces épidémies. Sachant que c'est ce qui ressort de ce rapport, hein, de l'IPBES, selon eux, selon leur estimation, il est 100 fois moins coûteux de mettre en place les actions de prévention, d'éviter l'émergence de ces épidémies, que d'engager des actions curatives comme on voit actuellement. Mais on voit très bien on est dans une période où on part au plus pressé, on met en place des actions qui sont purement de l'ordre curatif dans l'urgence, donc le confinement, les couvre-feux, toutes ces mesures. Là, maintenant, le vaccin qui va peut-être arriver dans quelques semaines, quelques mois. Mais l'idée de prévenir l'émergence de ces épidémies, pour le moment, n'est pas vraiment dans la tête et dans l'esprit de nos dirigeants. Parce que, comme le disait Frédéric Keck, ça suppose une réflexion de moyen long terme et des mesures qui n'ont pas des effets immédiats, mais qui permettent en tout cas d'éviter d'aller vers de futures catastrophes. Actuellement, hein, on voit bien les atteintes que fait porter la pandémie et la perte de biodiversité de manière générale à nos économies et au lien social notamment de nos sociétés. C'est quelque chose qui commence à être appréhendé par le secteur économique, puisque cette année, pour la première fois, le Forum économique mondial de Davos a mis en avant dans ses 5 grands risques mondiaux. Chaque année, ils font un classement des risques pour l'économie mondiale. Parmi les 5 grands risques, il y a
plus forte probabilité d'occurrence dans les années qui viennent. Les 5 mis en avant étaient tous des risques environnementaux. C'est la première fois que ça arrive pour le Forum économique mondial de Davos. Donc, il y avait évidemment le changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité avec toutes les conséquences qu'on connaît, dont l'émergence de nouvelles maladies, de zoonoses, de pandémies. Donc, tout ça pour dire que la conjonction et le lien entre perte de biodiversité, atteinte à l'environnement et émergence d'épidémies et toutes les conséquences sur le système économique mondial est clairement établi d'un point de vue scientifique. Il y a des secteurs qui commencent à en prendre conscience, notamment le secteur privé. Je dois dire que nos dirigeants, les grandes institutions, les gouvernements semblent ne pas encore avoir pris toute la mesure des conséquences que la perte de biodiversité engendre sur l'émergence, la probabilité d'émergence de futures épidémies. Voilà, pour revenir au rapport Planète Vivante du WWF, ce rapport cette année était assez particulier, effectivement, parce qu'il sortait en pleine épidémie de coronavirus. Le constat est toujours aussi dramatique, hein, puisque depuis 40 ans, nous avons les populations que nous suivons ont perdu 68% en abondance, c'est-à-dire en diversité, en nombre d'individus dans les populations d'animaux que nous suivons. C'est un indicateur qui mesure notamment l'abondance des populations. On ne peut pas dire que c'est 68% de disparition d'espèces. Attention, il faut bien comprendre cet indicateur. Ça ne veut pas dire que 68% des espèces ont disparu. Ça veut dire que sur les populations suivies, il y a 68% d'animaux en moins. Alors Serge, je ne vous ai pas entendu si vous me posiez une question, parce que vous n'avez pas votre micro ouvert. Votre micro n'est pas ouvert, Serge. C'est sur 40 ans. On se parle en vie. Voilà, sur 40 ans. Sur 40 ans. Donc là, cet indice Planète Vivante, effectivement, mesure l'abondance de ces populations. Et parmi les causes, les principales causes de disparition de ces animaux et d'atteinte à la biodiversité, il y en a une qui ressort très très fortement, c'est la destruction des habitats, la destruction des écosystèmes sous toutes ses formes. Donc la déforestation, la destruction des zones humides, si on peut prendre un exemple un peu plus précis, et un exemple qui concerne beaucoup aussi les régions européennes, liées à l'artificialisation des sols notamment. Et l'un des leviers principaux qui est derrière la destruction de ces écosystèmes et la déforestation, ce sont majoritairement nos modes d'alimentation et les systèmes agricoles, l'agriculture au sens large. Ce n'est pas une surprise, c'est mis en lumière par ce rapport Planète Vivante du WWF. Ça a été aussi très clairement démontré par un autre rapport de l'IPBES qui est sorti l'année dernière en mai 2019, qui montrait que l'un des principaux leviers pour limiter les atteintes à la biodiversité au niveau mondial, c'était de changer nos méthodes agricoles et nos modes d'alimentation. Et en particulier, si on zoome encore plus, l'un des principaux drivers de perte de biodiversité, c'est la production de viande, l'élevage et la production de viande. Donc, l'extension des pâturages, vous avez tous en tête ces images du Brésil avec les feux de forêt dans le Pantanal, dans le Cerrado, dans l'Amazonie, pour créer de nouveaux pâturages, notamment pour le bœuf. L'extension aussi des cultures de soja, des cultures de céréales pour nourrir nos animaux d'élevage, nos animaux de rente. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de diminuer notre consommation de produits carnés, de protéines animales en général sous toutes ses formes, parce que je ne parle même pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui est aussi un secteur catastrophique, afin de limiter ces pressions sur la biodiversité, ces pressions sur l'environnement, de limiter la déforestation. Et pour reboucler, j'en terminerai là, mais pour clore cette boucle, ça permet de limiter les atteintes à l'environnement. Derrière, ça permet aussi d'éviter d'avoir de plus en plus d'interactions entre l'homme et l'animal, la problématique que citait Frédéric Keck, puisque on va en fait déloger, on va embêter les animaux dans leur milieu naturel de plus en plus souvent. Donc, on a de plus en plus d'interactions avec des animaux qui sont potentiellement vecteurs et sources de pathogènes. Les chauves-souris en sont un très bon exemple.
On est de plus en plus, les hommes sont de plus en plus exposés à ces animaux sauvages parce que nous nous introduisons dans leur milieu de vie. D'autre part, le fait de nourrir une population croissante et qui est en demande constante de plus de produits carnés, de plus de viande, de plus de protéines animales, fait que nous allons vers des systèmes d'élevage de plus en plus industrialisés, de plus en plus concentrationnaires, qui sont des bombes épidémiologiques. Ça a été aussi cité par Frédéric Keck, l'élevage concentrationnaire tel qu'il est pratiqué maintenant à grande échelle un peu partout dans le monde, étant donné la faible diversité génétique des animaux, leur concentration dans des lieux souvent clos, avec des modes d'alimentation qui ne favorisent pas les défenses immunitaires naturelles de ces animaux, font que dès que vous avez un virus qui s'introduit dans ce type d'élevage, c'est une catastrophe. Et derrière, évidemment, avec des interactions avec l'homme qui sont quotidiennes, donc des possibilités de sauts interspécifiques, ce qu'on appelle, c'est la capacité d'un virus de sauter d'une espèce à l'autre, en l'occurrence d'un animal vers l'être humain, qui se multiplient. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment insister sur la diminution de notre atteinte à la biodiversité. Et l'un des leviers, je le redis, l'un des leviers principaux, c'est le changement de nos modes d'alimentation et de notre système agricole. Pour ça, on a des rendez-vous internationaux qui arrivent là, qu'on espère pouvoir voir se tenir courant 2021. Il y avait le congrès mondial de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui devait se dérouler à Marseille en juin, qui a été repoussé. On espère pouvoir avoir ce congrès courant 2021 qui sera l'occasion d'un grand rassemblement pour faire le point sur toutes les connaissances scientifiques et aussi de mobilisation de la société civile sur ces enjeux de préservation de la biodiversité. Et devrait suivre la COP de la CBD, donc de la Convention pour la diversité biologique, la COP 15, qui, pareil, devait avoir lieu en Chine, à Kunming, en 2020, qui aura certainement lieu en 2021, et où l'objectif est de voir les gouvernements prendre des engagements ambitieux de protection des écosystèmes, avec un engagement de protéger une plus grande surface du globe, protéger plus de surface, et puis cet engagement que je citais, de diminuer les pressions sur les écosystèmes sous toutes leurs formes pour éviter une catastrophe écologique et un effondrement de la biodiversité. Il y a quelques signaux encourageants qui ont été donnés lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, avec la signature d'un Leaders Pledge, ce qu'on appelle un engagement de certains chefs d'État mondiaux, d'un peu plus de 70 chefs d'État mondiaux, pour protéger la biodiversité et aller vers un accord ambitieux lors de cette COP 15. Mais c'est clairement pas suffisant, hein. Il faut vraiment renforcer cela. On attend aussi le One Planet Summit organisé par le président de la République au mois de janvier, où on devrait voir réitérer des engagements, et notamment, on attend des annonces assez fortes contre le trafic illégal d'espèces, qui est aussi un vecteur de diffusion et d'émergence de ces zoonoses et potentiellement de ces pandémies. Et puis, au niveau européen, pour finir, hein, il y a aussi énormément de choses dans les tuyaux au niveau européen. Évidemment, le Green Deal européen qu'on a hâte de voir se mettre en place. On peut déplorer malheureusement une occasion manquée sur la politique agricole commune qui a été votée par le Parlement européen il y a quelques semaines, qui n'engage pas l'agriculture européenne sur la voie de cette transition agroécologique qui permettrait de limiter les atteintes à la biodiversité. Ce n'est absolument pas le cas, malheureusement, pour l'instant. Mais il y a des ouvertures en 2021 sur le vote potentiel d'une réglementation contre la déforestation importée. Puisque vous savez qu'on importe virtuellement beaucoup de déforestation du Brésil via les importations de soja chaque année en Europe. Donc voilà, un constat scientifique qui est assez sombre. Des gouvernants qui ont du mal à appréhender, on a l'impression, l'ampleur de la catastrophe, notamment du point de vue de la biodiversité. Sur le climat, ça a l'air un peu plus clair. Sur la biodiversité, ça a l'air plus compliqué. Quelques ouvertures sur des engagements en 2021. On espère que la crise du coronavirus sera, je dirais, un mal pour un bien, donc permettra d'aller vers des engagements beaucoup plus ambitieux au niveau international.
Et puis derrière, on pourra en reparler, je pense, dans la discussion, mais des leviers qui sont aussi entre les mains de tout un chacun. En tant que consommateur, je citais l'exemple de la consommation de viande. Voilà, c'est quelque chose de très simple pour diminuer son empreinte sur les écosystèmes et sur la nature au quotidien. Très simplement, manger moins de viande. Merci Arnaud, on va terminer sur cette injonction. Et pour faire le lien entre votre propos et l'intervention d'Alain Grandjean, une question, il va nous parler du climat, et sur le climat, il semble, parce que on remonte aussi à 40 ou 50 ans, mais il semble qu'on est un peu plus avancé que sur la biodiversité, dans la mesure où on a, depuis l'accord de Paris, on a des engagements chiffrés qui concernent chaque pays. Vous avez parlé des engagements en termes de biodiversité, des rencontres internationales. Hein, on a une COP effectivement sur le climat, on en a sur la biodiversité. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que ce sont des engagements chiffrés également ou on est en retard dans ce domaine par rapport aux discussions sur le climat? Alors, c'est très compliqué sur la biodiversité parce que malheureusement, on n'a pas d'indicateur macro comme on a sur le carbone. On n'a pas la tonne équivalent carbone, la tonne équivalent CO2. Qui est un indicateur qui permet de suivre les engagements, notamment des entreprises. Vous avez votre bilan carbone, et encore, on voit toutes les difficultés. Hein. Je pense qu'Alain Grandjean est bien placé pour en parler, mais on voit toutes les difficultés du suivi des engagements carbone des entreprises. Pour la biodiversité, on en est très, très, très loin. Donc, c'est très complexe d'aller vers des engagements chiffrés, puisqu'on a des difficultés à les mesurer et encore plus de difficultés à les suivre. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements avaient pris des engagements à Aichi lors d'une précédente COP sur la diversité biologique en 2002 et qu'on est très, très, très loin d'atteindre tous les objectifs d'Aichi. Je crois que sur une trentaine, il y en a un qui pour le moment, est atteint. Donc, on est vraiment pas au niveau de ce point de vue-là. Il y a des outils qui sont en train de se développer pour suivre des engagements biodiversité, pour être capable, vous êtes une entreprise, vous êtes un secteur économique, de prendre un engagement biodiversité, de mesurer votre empreinte biodiversité comme on le fait pour l'empreinte carbone, et derrière d'avoir des outils qui vous permettent de suivre l'évolution de vos activités, l'évolution de l'impact de vos activités sur la biodiversité. C'est en cours de développement et on a bon espoir de voir des choses qui arrivent en 2021. Et puis pour les engagements internationaux, qui seront de toute façon assez génériques, il y a un engagement chiffré pour le moment sur la table, qui est l'extension des aires protégées au niveau mondial à 30% de la surface du globe sous statut d'aire protégée, donc 10% sous statut d'aires protégées de niveau élevé, aires de protection, ce qu'on appelle les aires de protection forte. Et qui est un engagement qui fait débat même en ce moment. Arnaud, on continue à parler plus précisément du climat. Vous m'entendez bien? Oui, pour parler du climat. Et de nous dire s'il y a… En fait, il y a urgence, mais ça fait quand même 40 ou 50 ans qu'il y a urgence. Donc, il faudrait savoir si on a un peu progressé dans ce domaine. Je crois que c'était en 2002 que le président Chirac de l'époque nous disait la maison brûle et on regarde à côté. Et depuis, elle brûle et elle s'inonde en même temps. Donc, les catastrophes se poursuivent à grande ampleur. Et quelle est votre approche du sujet? Est-ce que vous pensez quand même que deux choses? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Et surtout, est-ce que l'urgence climatique, pour revenir au début de notre propos, n'est pas en train d'être sacrifiée à une urgence d'une autre nature, qui est celle de relancer une machine économique sans nécessairement intégrer des adjuvants nécessaires climatiques? Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Attendez, excusez-moi. J'ai oublié de vous présenter plus avant. Vous êtes docteur en économie de l'environnement, vous êtes polytechnicien, vous êtes un spécialiste reconnu pour les questions de climat et de transition énergétique. Vous êtes associé fondateur de Carbone 4, hein, c'est bien ça, qui est un cabinet d'études sur les questions aussi de transition énergétique, et vous êtes président de la fondation Nicolas Hulot. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, j'en cite deux, les derniers en date qui sont en lien avec notre discussion. Agir sans attendre, notre plan pour le climat, c'était préfacé déjà par Nicolas Hulot, et tout récemment, au printemps 2020, une monnaie écologique, une monnaie avec aux éditions Odile Jacob. Voilà, c'était important de rappeler ça. Merci Alain, à vous. Merci beaucoup Serge et merci à tous et toutes.
Euh, en gros, où est-ce qu'on en est? Quelle est la situation? Le diagnostic sur le climat est bien établi depuis très longtemps. L'accord de Paris est ambigu. C'est d'une part, l'ensemble des pays s'engagent pour que la température moyenne planétaire n'augmente pas de plus de 2 degrés, si possible 1,5 degré à horizon fin de ce siècle. Et par ailleurs, le total des engagements chiffrés pris par l'ensemble des parties à la COP nous met sur une trajectoire qui est plutôt entre 3 et 4 degrés. Bon. Or, c'est pas clair du tout que ces engagements soient tenus. Donc, on est aujourd'hui très froidement sur une trajectoire qui n'est pas du tout compatible avec les ambitions légitimes de l'accord de Paris. Ils sont très peu discutés. Il n'y a pas vraiment de discussion chez les scientifiques du climat sur le fait que c'est l'application d'un principe général de prudence, de précaution, que de surtout pas aller dans des zones où la température moyenne planétaire augmente trop, parce que là, il y a des risques énormes de basculement qu'on a envie d'éviter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles sur le front du climat. Il serait temps, on peut dire. Et donc, je vais être un tout petit peu positif dans les quelques minutes qui viennent. Non pas par idéologie, mais juste parce qu'il y a des choses qui avancent clairement. Donc, évidemment, la première pour moi, c'est le fait que la Chine a pris des engagements très significatifs. Je n'aime pas, et je ne suis pas le seul à ne pas aimer le régime politique chinois, mais j'apprécie le fait qu'il ait clamé haut et fort des objectifs très ambitieux sur la question climatique, sachant qu'évidemment, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Je pense que l'élection de Biden, même s'il est dans une phase très très compliquée, est une deuxième très bonne nouvelle. Pour quelle raison? Parce qu'on est dans une période où on pouvait considérer que la France était un peu en avance, au moins sur ses déclarations, que le Green Deal européen, c'était sympathique, mais que tout ça ne représente qu'une part très marginale des émissions de gaz à effet de serre qui sont massivement dominées ou sont massivement dominants les États-Unis, la Chine, et avec un énorme pouvoir de leadership, parce que si les technologies américaines ou chinoises vont dans le bon sens, on peut espérer penser que tout ça va se débloyer, et donc c'était quand même extrêmement important. Donc de ce point de vue-là, la situation a bougé. Le deuxième élément d'observation que j'ai, c'est en tant que cabinet conseil auprès de toute une série d'entreprises privées, je n'ai jamais vu un tel activisme, une telle activité dans le secteur privé sur ces questions-là. Et très très curieusement, parce que je m'attendais un peu à l'inverse, vous savez, quand on est chef d'entreprise, on est toujours un peu inquiet sur les embauches. Nous, on embauche actuellement de manière extrêmement massive. On pensait que la pandémie allait ralentir la préoccupation climat. C'est exactement l'inverse qui se passe. J'arrive pas à bien comprendre pourquoi, probablement, mais c'est pas sûr. Il y a deux effets. Il y a un effet purement physique, qui est l'ampleur des incendies, l'ampleur de la violence des phénomènes climatiques finit quand même par entrer dans la conscience des uns et des autres. On finit par comprendre. Bon. La deuxième, c'est probablement le concept d'alerte. C'est-à-dire peut-être que les uns et les autres se disent, oh là là, on n'a pas tenu compte du tout des alertes qui étaient quand même évidentes sur les pandémies. Peut-être qu'il faut qu'on prenne au sérieux l'alerte sur le changement climatique. Notamment le secteur agroalimentaire, ça, je dis ça à Arnaud parce que je suis évidemment très très convaincu de l'importance de la question agricole et des modèles agronomiques à l'intersection de la biodive et du climat, puisqu'ils sont c'est un secteur qui est très très à la manœuvre sur la destruction de la biodiversité, mais il est aussi pas mal à la manœuvre sur le changement climatique, puisqu'il y a un gros émetteur de gaz à effet de serre. Le secteur agroalimentaire, c'est en train de bouger, en tout cas au moins en France, c'est mon observation, du fait notamment des effets observables du changement climatique sur l'activité agricole. Et donc ils voient que ça se passe pas très bien, et du coup ça les fait se réveiller. Donc ça, c'est ma deuxième observation. Grosso modo, le secteur privé est en train d'aller de l'avant. Maintenant, est-ce que le pouvoir politique en France et en Europe a pris la mesure de ce qu'il faut faire? La réponse pour moi est clairement non. Je laisserai Thierry parler de la Convention citoyenne pour le climat, parce que je ne vais pas empiéter là-dessus, mais c'est quand même vraiment évident qu'ils n'ont pas pris conscience collectivement, ce gouvernement en tous les cas, et l'ensemble des gouvernements européens, malgré le Green Deal, n'a pas pris conscience de l'ampleur de la transformation. J'ai beaucoup aimé, Serge, le mot d'adjuvant que vous avez employé, parce que précisément, c'est pas ça qu'il faut faire. Précisément, c'est une transformation absolument massive de nos modèles de production,
et de nos modes de consommation. Elle est massive. Donc, aujourd'hui, à l'agenda, c'est pas un plan de relance qu'il faut faire. Évidemment, il y a une tension énorme parce que on peut pas laisser planter toutes les activités économiques, on peut pas laisser partir au chômage des millions de personnes. Mais si, au moment où on a une crise majeure qui met à l'arrêt l'économie, on n'utilise pas cette période extrêmement difficile, extrêmement violente, où il y a des millions de personnes en difficulté, pour précisément conduire et aménager des transformations de profondeur, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera. Alors, certains économistes considèrent qu'il faut d'abord relancer la machine et après on bouge. C'est complètement faux. Au moment de la crise financière de 2008-2009, on a sauvé les banques, on a endetté de manière extrêmement massive les États. C'est pas ça qui a fait changer les modes de fonctionnement du trading et de la machine à faire de la spéculation. Je caricature un peu parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça la finance. Mais on voit bien que c'est au moment des crises qu'il faut faire évoluer les modèles. Et donc, c'est à ce moment-là, et dans l'urgence, et non pas dans la précipitation, qu'il faut faire deux choses qui me semblent très importantes. C'est la première, des programmes d'investissement qui doivent être très longs, parce que la transformation est extrêmement difficile à réaliser, elle est sur un temps très long. La rénovation des bâtiments, le report modal sur le ferroviaire, la reconstruction d'industries qui sont polluantes, qu'elles soient, là je ne parle que du climat, hein, mais je pourrais parler pendant un certain temps, mais je laisserai Arnaud le faire. Je pourrais parler des questions de pesticides. C'est au moment des crises qu'il faut faire bouger les lignes de manière massive, et c'est au moment où on dépense beaucoup d'argent public, on ne fera pas 4 fois dans les ans qui viennent, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Alors, il y a une partie qui est faite quand même, donc c'est pas totalement négatif, hein. Dans le Green Deal, il y a un fléchage en partie. Dans le plan d'investissement dit de relance, en France, il y a un tiers des dépenses qui sont dites fléchées. Mais de mon point de vue, c'est tout à fait insuffisant et c'est surtout beaucoup trop court. Il faut envoyer à l'ensemble des acteurs des signaux extrêmement forts, très puissants et sur un temps très long. Bref, il faut faire de la planification, hein, comme on en faisait après-guerre, pour retransformer, reconstruire en gros notre économie. On ne peut plus dire aujourd'hui, c'était pour ça que j'ai insisté sur le premier point, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on est isolé, qu'on est tout seul comme des pauvres airs à faire 1% d'émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est pas vrai du tout. Bon. Dernier point avant de conclure, avant-dernier point avant de conclure, et puis après je conclurai sur un dernier point, la notion de chèque vert qui, si je comprends bien, plaît aussi à Thierry. Je suis désolé Thierry d'être, mais bon, j'en ai pas mal discuté avec Baptiste. Oui, c'est-à-dire que de même qu'il faut dans cette période-là faire bouger l'offre, les structures, les infrastructures, et de manière significative, et là l'État est à la manœuvre, de la même manière, il faut accompagner et aider les personnes en difficulté du côté de la demande, hein. Je ne pense pas du tout que l'épargne accumulée dans les bas de laine des gens les plus riches suffira à relancer l'économie. En revanche, c'est le bon moment pour accompagner les gens qui sont en grosse difficulté et de le faire avec des chèques qui sont ciblés. On fait des chèques resto, on fait des chèques verts pour inciter l'ensemble des ménages à consommer en tenant compte de la contrainte écologique, et puis ça aide les business, les services de proximité, les petits commerces à se sortir de la difficulté extrêmement violente dans laquelle ils sont. Pour terminer, évidemment, tout ça a un coût élevé, hein. On va terminer l'année à 10% de déficit, pardon. La dette publique va monter à 100, 120, 130%. Et la raison pour laquelle on a sorti 2 livres récemment qui sont Agir dans l'urgence et puis Agir sans attendre et pas la monnaie écologique, c'est que je pense qu'il faut repenser assez profondément. Mais je sais qu'au GECO, le débat a été lancé hier, donc juste, il a été lancé le débat sur dette et déficit. Mais souvent, il est lancé de manière indépendante, en silo. C'est-à-dire que les économistes se réunissent entre eux, discutent de dette et des déficits, de soutenabilité, alors que pour moi, c'est totalement évident qu'on ne peut pas séparer la discussion du déficit, la question de la dette, la question de la création monétaire, la question de la politique monétaire, des sujets dont on parle ici, qui sont des sujets absolument majeurs. L'économie doit être au service des enjeux écologiques, et on ne peut pas penser un développement économique, on ne peut pas penser des règles du jeu budgétaires européennes ou françaises sans les intégrer
dans une logique générale d'augmentation du niveau de résilience de l'économie. Et au lieu de raisonner au niveau européen en termes de croissance potentielle, d'output gap, c'est tout un tas de gros mots qui sont le vocabulaire des macroéconomistes habitués, il faut penser en termes de résilience, en termes de changement de modèle. Il faut donc évidemment que les instruments de gestion qui sont le semestre européen, les règles du traité européen soient intégrés dans ces dimensions, elles ne peuvent pas être à côté. Bref, il faut sortir de la schizophrénie, pas se dire d'un côté j'ai l'économie, de l'autre côté j'ai l'écologie, c'est une intégration complète qu'il faut faire. On n'a pas du tout le temps. Donc pour reprendre le thème de l'urgence, on est obligé de tout faire en même temps. Donc on ne peut pas se dire on sort de la crise et on en reparlera plus tard. C'est maintenant que ça se parle, parce que c'est maintenant que ça se discute. Si on ne le discute pas en 2020, la gueule de bois va être absolument terrifiante en 2021-2022. Voilà juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dit il y a urgence, et vous avez dit aussi à un moment on a besoin d'une transformation massive. Alors, est-ce que c'est jouable? Tout à l'heure, Arnaud nous a parlé de la nécessité de diminuer, par exemple, c'est un point important, notre consommation de viande. Est-ce qu'il est possible de diminuer drastiquement notre consommation d'énergie fossile dans un laps de temps que vous évoquez? Vous me rectifierez éventuellement, mais je crois qu'actuellement, le mix énergétique, c'est encore 70-72% d'énergie fossile, hein, charbon, etc. En 1973, on était à 80%. En 1973, au moment du choc pétrolier. Finalement, on n'a pas beaucoup bougé en l'espace de 60 ans, plus que ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose massivement? Est-ce qu'on peut demander à Total de se transformer massivement en l'espace de 10 ans? La réponse est clairement oui. Donc, au niveau mondial, hein, le mix énergétique il est à 80% fossile, hein, donc c'est pire que ce que vous dites. Évidemment qu'on peut. Quand on était, je suis désolé de prendre ce genre d'image, mais c'est les seuls qui me viennent à l'esprit qui sont à la hauteur du problème, c'est que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par les Américains quand massivement ils ont mobilisé l'ensemble de leur économie au profit des phares de guerre. Donc, c'est une plaisanterie de ne pas se dire il est impossible. Non, pardon, c'est une plaisanterie de se dire il n'est pas possible de mobiliser l'ensemble de l'économie pour la transformer vite. C'est une question de volonté. Et je pense que c'est possible. Après, c'est une question d'ordre et de gestion de temps. Évidemment, on passe pas de 80% d'énergie fossile à 50 en 3 jours. Mais n'empêche, je prends un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, et puis après, je laisse la parole. En Guyane, il y a une centrale thermique au fioul qui fabrique de l'électricité pour les Guyanais. Ce gouvernement-ci n'a pas été capable de ne pas décider de la remplacer par une autre centrale au fioul. Ça se décide, il ne faut quand même pas exagérer. On n'est pas obligé de planter l'industrie solaire photovoltaïque comme on le fait en ce moment. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Je redis, hein, les entreprises, le monde entrepreneurial, je pense que les salariés dans les entreprises aussi sont très motivés. Il y en a beaucoup sous le pied, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, hein. Donc après, c'est une question d'ordre et de séquencement. Merci beaucoup, Alain. Sur tous ces sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, l'un des faits marquants peut-être de ces dernières années et encore plus tout récemment, c'est que ce type de débat ne se limite pas simplement à la sphère institutionnelle, les grandes organisations, mais qu'il est descendu dans l'arène, je dirais, sur le trottoir ou dans la rue, et que les citoyens s'en sont emparés. Thierry Pêche, je m'adresse à vous. Vous êtes peut-être l'un des observateurs les plus privilégiés de ce sentiment, si vous le confirmez, puisque vous êtes le coprésident de la Convention citoyenne sur le climat. Je vous présente en 2 mots et je vous laisse bien sûr la parole. Vous êtes diplômé de Normal Sup. Vous avez effectué l'essentiel de votre carrière à la fois dans le domaine social, puisque à un moment vous avez été conseiller à la CFDT, je crois, si ma mémoire est bonne, dans le domaine journalistique également, et dans le domaine de l'effervescence des idées. Voilà. Vous avez été notamment secrétaire général chargé de la collection La République des idées, qui sont des livres très importants. Vous avez été directeur général aux éditions du Seuil, directeur de la rédaction, et ça me touche particulièrement, du mensuel Alternative économique. Et depuis 2019, vous avez été en charge, vous êtes coprésident, je le disais, aux côtés de Laurence Tubiana, de la Convention citoyenne sur le climat et sur la transition énergétique, qui vient de rendre ses conclusions il y a quelques semaines, après des travaux que j'estime fort intéressants. Hein. Ils ont été effectués par 150 personnes qui ont débouché sur, je crois, 149 propositions de résolution, dont, à l'époque, le président s'était emparé de 146 d'entre elles, ce qui est quand même un bon score.
On ne peut pas occulter le fait qu'on attend un tout petit peu, que des esprits s'énervent et que des pétitions commencent à surgir pour dire est-ce qu'on n'est pas en train de passer la trappe. Donc voilà un petit peu quel est votre sentiment sur le sujet, à la fois peut-être de la Convention, mais également de cette prise de conscience de plus en plus ferme et qu'on retrouve régulièrement sur ces questions climatiques, sans obérer nécessairement la question sanitaire qui reste aussi au cœur des préoccupations des Français. À vous Thierry, merci. Merci Serge, bonjour à toutes et à tous. En effet, je crois, comme il a été dit par Alain et comme vous venez de le suggérer, que la conscience écologique a beaucoup grandi dans la population française ces dernières années. Les enquêtes le montrent, certains résultats électoraux l'ont souligné à leur façon aussi. Et ce qui est très singulier, je trouve, dans la période que nous connaissons, c'est que l'impératif écologique semble cohabiter avec l'urgence économique. On n'avait pas l'habitude de ce genre de phénomène. Souvenez-vous, en 2008, Sarkozy est au pouvoir depuis un peu plus d'un an. On a mis en place le Grenelle de l'environnement. On pense qu'on va pouvoir faire pas mal de choses sur le terrain écologique. La crise financière éclate. Et là, l'urgence de court terme économique s'empare des esprits, chasse la question écologique de l'agenda des préoccupations, pas simplement dans la classe politique, mais aussi dans la population, malheureusement. Et on met en place un plan de relance qui n'est pas vert, qui est un plan de relance qui dit, eh bien, puisque nous avons des problèmes de court terme, il faut que nous ayons des expédients de court terme. Donc, on fait de la prime à la casse, on privilégie très peu, à l'époque, les technologies sont moins mûres, il faut bien le dire, mais on privilégie très peu les mobilités propres. Et donc, on prend du retard sur l'agenda climatique et environnemental. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? C'est pas tout à fait ce qui s'est passé cette fois-ci, justement. Alors, on peut juger que c'est pas assez, etc. Mais ce qui est singulier dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que les crises s'additionnent et ne se chassent pas l'une l'autre. Nous avons 3 crises en même temps. Une crise sanitaire qui a été largement décrite par Frédéric, une crise économique et donc sociale également, qui est très violente, même si elle ne vient pas d'une cause économique, elle est très violente, et une crise écologique qui, elle, est là depuis longtemps et avance sans qu'on puisse réellement ou suffisamment la freiner. C'est ça la difficulté majeure. Alors je voudrais dire aussi que tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette rencontre, vraiment, moi je le partage à 98% à peu près. Néanmoins, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. C'est pourquoi c'est difficile la transition écologique. Ce n'est pas difficile seulement parce qu'on pourrait arriver à cette conclusion trop simple, trop naïve. Ce n'est pas difficile seulement parce que nos dirigeants ne seraient pas assez allants. C'est difficile parce que c'est coûteux et parce que la société dans son ensemble n'est pas, je dirais, saisie d'un consensus large pour avancer de façon déterminée dans cette direction. Faut-il rappeler les épisodes des bonnets rouges en 2013? Les bonnets rouges, c'était une réaction à l'écotaxe. Faut-il rappeler le facteur qui a allumé le mouvement des Gilets jaunes, la contestation des augmentations de la taxe carbone sur les carburants automobiles? On voit bien que la population française n'est pas, en dépit de ses convictions plutôt favorables à l'action climatique, elle n'est pas prête à avancer de façon déterminée et consensuelle dans ces directions. Il faut donc travailler, et c'était le sens de la Convention citoyenne pour le climat aussi, il faut parler avec les Français, voir ce qu'ils sont prêts à faire, à accepter, après qu'ils se soient informés, après qu'ils aient délibéré ensemble. Donc, l'idée de la Convention citoyenne pour le climat, elle part de cette difficulté. Et on est en avril 2019, le président de la République, lors de sa conférence de presse de sortie du grand débat, lequel grand débat était lui-même une réponse à la crise des Gilets jaunes, annonce qu'une convention composée de 150 citoyens tirés au sort et représentatifs de la population française vont se réunir, s'informer, délibérer et formuler des propositions pour justement accélérer la transition écologique. Et il s'engage à l'époque à transmettre sans filtre ces propositions aux instances démocratiques compétentes, que ce soit le gouvernement
pour ce qui regarde la matière réglementaire, le Parlement pour ce qui regarde la matière législative, ou encore le peuple français lui-même pour ce qui regarde la matière législative et constitutionnelle. Voilà le mandat qui est posé dès avril 2019. Ce sera précisé dans une lettre de mission du Premier ministre qui demandera en outre à ce que les propositions de la Convention prennent une forme juridique plus aboutie, puisqu'il nous demandait de formuler des mesures réglementaires et législatives. Voilà le cadre. Donc ensuite, ces personnes ont été recrutées. Elles ont été recrutées d'abord par le hasard. Une machine a généré des centaines de milliers de numéros de téléphone au hasard, dans lesquels nous avons puisé pour appeler des Françaises, des Français, et leur proposer de participer à cette convention. On a combiné le hasard qui permet de donner la parole à n'importe qui, y compris à des gens qui sont très éloignés de la chose publique, et des critères de représentativité, de telle sorte que lorsqu'on appelait quelqu'un qui nous disait « oui, j'ai envie de participer », ensuite on lui demandait son âge, sa profession, son niveau de diplôme, etc., pour savoir s'il correspondait à des profils dont nous avions besoin pour composer un échantillon représentatif. Voilà comment on a combiné le hasard et la représentativité. Donc on avait là une assemblée qui était une France en miniature. Il y a en France 26 ou 27% de gens qui n'ont pas de diplôme supérieur au brevet des collèges. Il y avait dans la Convention 25 ou 26% de Françaises et de Français qui étaient dans la même situation, etc., etc. Idem pour l'âge, bien sûr, le sexe et d'autres critères. Ces gens, nous les avons réunis et nous leur avons donné un socle d'information qui était composé essentiellement des conclusions disons, du consensus de la communauté scientifique sur le climat, c'est-à-dire des conclusions du GIEC. Nous leur avons aussi indiqué ce qui avait été fait en matière d'action publique ces 20 ou 30 dernières années, parce que même si c'est insuffisant, ça n'est pas nul et il fallait qu'ils en soient informés. Et puis, ils ont rencontré quantité d'experts, 130 ou 140 intervenants extérieurs, ils ont délibéré ensemble, ils ont élaboré des propositions, ils ont adopté ces propositions, vous l'avez rappelé Serge, il y en avait 150 au départ, il y en a une qui a été rejetée, 149 qui ont été adoptées, ce qui est assez naturel puisque c'était leur propre proposition, et donc ils ont confirmé leur choix par le vote. Et le président de la République, vous l'avez également rappelé Serge, dans les jardins de l'Élysée, à la fin juin 2020, a déclaré qu'il honorait le contrat qu'il avait passé avec ses citoyens et qu'il donc transmettrait 146 propositions, il avait mis 3 jokers, aux instances démocratiques compétentes. Je veux m'arrêter un instant pour dissiper une part de malentendu dans cette affaire. Transmettre n'est pas adopter. La Constitution ne donne, heureusement, au président de la République pas le pouvoir d'adopter a priori tout seul des lois et des règlements. Je veux aussi dire que parmi les 146 propositions, il y en a qui étaient d'une nature très aboutie, très précise, qui appelaient une modification de nos lois ou de nos règlements, mais il y en a aussi qui étaient des recommandations d'ordre général ou de portée internationale ou européenne, et qui donc ne pouvaient pas donner lieu à des décisions nationales. Par exemple, sur la politique agricole commune, c'est un sujet qui intéresse beaucoup Arnaud, ou dans d'autres domaines. Mais il y a en effet, au cœur de ces 146 propositions, un certain nombre d'éléments qui appellent une initiative législative. Et donc, au moment où nous parlons, vous m'avez invité à faire le point un peu sur le bilan politique de la Convention. Au moment où nous parlons, certaines décisions ont été prises ou annoncées. Elles ne sont pas forcément systémiques et structurelles, mais vous avez certainement entendu parler de l'interdiction des terrasses chauffées à partir de l'hiver 21. Vous avez certainement entendu parler de l'interdiction de laisser les portes des magasins climatisés ouvertes. Vous avez certainement entendu parler du moratoire annoncé sur les surfaces commerciales de grande ampleur dans les périphéries urbaines pour limiter l'artificialisation des sols. Vous avez également certainement entendu parler du malus au poids automobile, qui est une novation que le gouvernement refusait d'abord et a finalement accepté. Donc il y a 45, 50 réponses qui sont d'ores et déjà annoncées ou données. Le tableau existe, il peut être consulté, il y a un site sur lequel vous pouvez le retrouver, on n'est pas à zéro. Mais
Il y a évidemment quantité de ces propositions qui appellent un projet de loi, et ce projet de loi, il est en cours d'élaboration, donc je ne peux pas en parler tout simplement parce que je ne le connais pas et parce que les arbitrages qui en détermineront l'ambition et l'étendue ne sont pas encore rendus. On connaîtra, je pense, ce projet de loi autour de Noël. Il devrait être présenté en Conseil des ministres au début de l'année 2021 et il sera probablement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Ce qui compte dans notre histoire, si je reviens à la difficulté de départ, c'est notre capacité à créer un consensus social en faveur de la transition climatique. Et ça n'est pas évident. Et on ne peut pas dire parce qu'on a les bonnes idées qu'il suffirait d'avoir un gouvernement volontariste pour y arriver. Donc il faut produire du consensus social. Et je crois que la faiblesse de nos systèmes démocratiques représentatifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à fabriquer un consensus large. Ce qu'ils arrivent à faire, nos régimes représentatifs, c'est des orientations d'inflexion de quelques degrés sur une politique. Mais construire une politique aussi ambitieuse que la politique climatique parce qu'elle va affecter nos modes de vie, nos façons de consommer, nos façons de produire, nos façons de nous déplacer, d'habiter, etc. Ça, c'est plus difficile et ça, nos régimes ont beaucoup de mal à le faire. C'est pour ça que la participation citoyenne, la délibération citoyenne peut jouer un rôle. On n'est pas les premiers en France à faire ça. Il y a une convention connue qui a atteint des objectifs assez ambitieux en Irlande. Il y a au moment où nous parlons sur le modèle français une convention écossaise qui est en train de se tenir. Il y a une convention britannique qui s'est tenue sur le même sujet à Birmingham pendant que nous menions nos travaux. Et puis on pourrait citer encore des exemples islandais, canadiens, en Colombie-Britannique ou en Ontario. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas les seuls à toucher du doigt l'usure ou l'insuffisance, en tout cas, de nos systèmes représentatifs. D'autres démocraties vivent ça. Et ce que nous avons essayé de faire avec la Convention citoyenne pour le climat, ce n'est pas contre la démocratie représentative, c'est pour trouver de nouveaux leviers de fabrication d'un consensus collectif qui implique, y compris les gens qui aujourd'hui sont éloignés de la chose publique, pour qu'on avance ensemble et pour qu'on avance rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Thierry, je voudrais poursuivre sur votre conclusion. Est-ce que, à votre sens, cette idée de cette convention citoyenne, qui est plus qu'une idée, puisqu'il y a eu une réalisation, est un bon exemple pour le futur, pour de futurs moyens, justement, pour aboutir à cette cohésion sociale que vous évoquez? Moi, j'aurais un contre-exemple, c'est en son temps, il n'y a pas si longtemps non plus, le grand débat, lancé aussi par le président, et qui n'a pas véritablement abouti de la même façon. Alors, est-ce que ce que vous évoquez, c'est une forme de démocratie participative? Est-ce que effectivement les citoyens sont désireux, ils l'ont montré? Est-ce qu'ils sont aussi désireux que ce qu'ils demandent aboutisse à quelque chose de concret et dans un laps de temps pas trop éloigné? Vous avez parlé du processus parlementaire, on sait que c'est assez long, on voit déjà un certain nombre de dispositions qui seraient éventuellement reprises. À un moment, le président lui-même avait parlé d'un référendum. Est-ce que c'est une hypothèse qui est jouable? Et si oui, dans quel domaine? Ou est-ce que ça réduit à néant l'idée même de cette participation, de démocratie participative sous d'autres formes? Alors, vous posez plusieurs questions, Je Serge. trouverai ensuite Oui. Fabienne Grébert, parce que là, on est au cœur du champ politique et vous êtes à la fois actrice de ce champ et interpellée sur ces sujets. Merci Fabienne par avance. Non, vous posez plusieurs questions en même temps, Serge. J'ai envie de vous dire, l'intelligence collective existe, je l'ai rencontrée. Moi, j'ai longtemps cru que ça n'existe, que c'était un mot. En réalité, ça existe, ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous convaincre de l'intérêt de ces dispositifs. La Convention citoyenne a commencé à travailler bien avant l'éclatement de la pandémie. Lorsqu'elle était quasiment au bout de ses travaux, la crise sanitaire s'est déclenchée. Les 3 et 4 avril, en plein confinement, nous avons réuni les citoyens sur Zoom, comme aujourd'hui avec vous. Nous étions 193 avec les équipes, etc. Et nous leur avons dit,
Nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous avions des soignants hein, parmi les citoyens, des infirmiers, des aides-soignants, etc., des médecins également. Dans cette période singulière, est-ce que vous pensez utile de vous exprimer? Ils nous ont dit oui. Je vais vous dire pourquoi ils nous ont dit oui. Ils nous ont dit oui parce qu'ils avaient peur de ce que je disais au début. Ils avaient peur du syndrome 2008. Ils avaient peur que la crise sanitaire et économique écarte la crise écologique. Et je crois qu'à l'époque, cette peur n'était pas irrationnelle. Alors ils ont dit oui, il faut qu'on s'exprime, et il faut qu'on s'exprime pour dire combien sont cohérentes les solutions qu'on peut apporter au climat, à la crise économique et à la crise sanitaire. Ils ont dit sélectionnons parmi nos propositions celles qui présentent des co-bénéfices économiques, écologiques et sanitaires. Et ils ont trouvé évidemment pas mal de choses. Et je vais vous en donner 2 exemples, mais on pourrait en donner d'autres. Le premier exemple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Ils ont dit la rénovation thermique des bâtiments, bien sûr que ça va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais en plus, ça va créer de l'activité, et de l'activité peu délocalisable, de l'activité pour des artisans, pour des TPE, des PME. Ça va obliger en plus ce tissu productif à monter en gamme, à monter en qualité. Mais en plus, ça présentera aussi des bénéfices sanitaires parce que ce sont des logements qui aujourd'hui, vous savez, sont au nom, il y a en gros 7 millions de passoires thermiques dans notre pays. Ce sont des logements dans lesquels on peut grelotter l'hiver et transpirer l'été. Ce n'est pas très bon pour la santé, notamment pour les enfants qui y grandissent. Donc la rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation thermique, c'est une politique à co-bénéfice. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais le choix de véhicules propres et non polluants, véhicules électriques, c'est aussi une politique présentant des co-bénéfices sanitaires. Je vous rappelle que la pollution de l'air occasionne quelque chose comme 40 000 morts par an dans notre pays, des bénéfices écologiques et des bénéfices économiques également. Voilà comment ils ont réfléchi. Et ça, je crois, ça illustre parfaitement ce que l'intelligence collective peut faire, puisque ce faisant, il proposait au gouvernement de surmonter le dilemme impératif économique versus impératif écologique versus impératif sanitaire, en lui disant, en fait, il y a quelques domaines dans lesquels on peut toucher les 3 cibles en même temps. Sur le référendum, je ne m'étends pas parce que je ne voudrais pas prendre le temps de parole de Fabienne. Le référendum n'a pas été tellement privilégié par les citoyens de la Convention. Il a été proposé pour 2 ou 3 mesures, et notamment, bien sûr, la révision de l'article 1er de la Constitution, mais ça passe par l'article 89 de la même Constitution, et donc ça suppose un vote conforme des 2 assemblées avant d'être soumis au peuple français. Et puis un référendum sur ce qu'ils appelaient de leur vœu, c'est-à-dire un crime d'écocide, mais qui pose des questions juridiques qui seraient trop longues à développer aujourd'hui. Je tourne vers vous, Fabienne Grébert, je dirais volontairement parce que nous avons souhaité que vous puissiez boucler la boucle et notamment à terminer en abordant de façon concrète, puisque vous êtes une élue de terrain, ces questions politiques majeures. En 2 mots, vous êtes universitaire, vous êtes maître de conférences à l'université de Savoie, vous êtes conseillère municipale à Annecy, où il fait très beau, paraît-il, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, et vous êtes une élue régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous êtes également, et c'est ça qui est intéressant, tête de liste écologique au régional de 2021, sans spéculer sur le fait de savoir si elles se tiendront ou non. Les discussions sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, eux, perdurent. Donc, on vous écoute bien volontiers, Fabienne. Merci à vous. Merci beaucoup de votre invitation. Je vais rebondir sur les propos de Thierry et notamment sur le levier économique, parce qu'effectivement, c'est toujours ça qui prévaut dans des décisions économiques et dans des décisions politiques. Simplement quelques rappels de quelques chiffres. Le coût moyen en finances publiques des 25 dernières années sur les 10 dernières pandémies, c'est 60 milliards de dollars par an. Le coût économique du déclin de la nature, il est chiffré à 479 milliards par an au niveau mondial d'ici 2050. Et la France, elle est à la 10e place des pays les plus impactés. Aujourd'hui, 90% des catastrophes naturelles dans le monde, entre 1995 et 2005, elles ont été attribuées au changement climatique. Et le Bureau des Nations Unies pour la prévention des risques et des catastrophes naturelles estime que ça a coûté à la France entre 1998 et 2017 la modique somme de 48,3 milliards de dollars. Et
je reviens aussi sur un dernier chiffre, c'est la dernière enquête qui a été faite sur la pollution de l'air sur les grandes villes européennes, qui a été montée par l'Alliance européenne de santé publique, et qui chiffre le coût de la pollution de l'air, en dehors des 48 000 morts par an en France, à 166 milliards d'euros par an. Alors, c'est très surprenant quand on part de ce principe-là, de ces coûts, en se disant, mais on est totalement focalisé sur la réduction de la dette, et à contrario, ces coûts-là, ils sont jamais rendus visibles, on ne les voit jamais. On se demande sur qui pèsent ces coûts et comment on peut à un moment donné les alléger, et qu'est-ce qu'on aurait à gagner finalement à sortir de cette illusion de la croissance infinie qu'il faudrait avoir pour rembourser cette dette, or que c'est la dette-là liée aux pertes de biodiversité, aux coûts économiques liés aux catastrophes naturelles, ces coûts-là ne sont jamais pris en compte. Et du coup, je pense que le devoir aujourd'hui des hommes et des femmes politiques que nous sommes, c'est peut-être d'arrêter de se focaliser sur des mirages que sont la croissance économique, la peur du déclassement face à la compétitivité internationale, la baisse de la dette, pour offrir un nouvel horizon et se dire, au fond, notre responsabilité, c'est quoi? C'est de réduire la dette écologique et la dette climatique que nous allons lancer à nos enfants. C'est d'accepter que nous sommes vulnérables et s'installer confortablement dans cette vulnérabilité et de se dire qu'on doit répondre à cette adaptation au changement climatique, qu'on doit s'installer dans ces publics fragilisés, dans le manque de confort qu'ils ont, qu'il va falloir s'adapter à des chocs, à des faillites en masse, parce que la crise Covid qu'on vit risque effectivement de nous confronter à ces enjeux-là, un chômage de masse, à des fermetures de rideaux, et qu'il va falloir atterrir, comme le dit Bruno Latour, sur des activités et sur la façon de subvenir aux besoins essentiels. Ces besoins essentiels, c'est de se nourrir, c'est de se soigner, c'est de se former, c'est de prendre soin de son environnement, de ses enfants et de faire société. Et ça, c'est des éléments essentiels. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'ils soient largement en tête des programmes économiques ou des programmes politiques de nos politiques qui sont plutôt adeptes de gérer la peur et de répondre je dirais, à court terme à un enjeu de protection. On le voit là avec des campagnes massives de tests, de lancement de masques, etc. Mais plutôt de s'adapter, de faire face à des vulnérabilités et de répondre à cette question-là. Et je pense que notre devoir est aujourd'hui de construire la résilience de nos territoires, des territoires résilients. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est un territoire qui a la capacité à anticiper, à réagir, à s'adapter pour se développer durablement et quelles que soient les perturbations auxquelles il doit faire face. Donc, c'est de solidifier, c'est de donner de la force aux collectivités territoriales, aux habitants, aux organisations avec lesquelles on va devoir travailler. Et ça, il va falloir qu'on prépare ces résiliences, que ce soit dans l'urgence post-crise, mais avec un peu plus de vision sur l'avenir, parce qu'il faut qu'on se tourne sur l'avenir, il faut qu'on offre de l'espoir et que l'écologie et la justice sociale soient des formes d'espoir qui donnent envie, qui portent aujourd'hui nos habitants, nos concitoyens, et qui donnent envie de participer, en tout cas, à la vie de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des politiques d'urgence, des politiques de court terme, ça a été souligné par les précédents intervenants, mais là, on doit conjuguer à la fois une politique du temps qui presse et une politique du temps long. Et ça, on va le faire si on arrive à créer des dynamiques locales, si on arrive à faire participer tous les acteurs du territoire, c'est les habitants, c'est les entreprises, c'est les associations, et de les associer, comme ça a été fait dans le cadre de la Convention citoyenne, à de nouvelles formes de politiques publiques. Ça ne peut pas être uniquement des politiques qui descendent de manière providentielle d'un homme ou d'une femme providentielle qui va tout résoudre. Et c'est vrai qu'on est un peu dans un espèce de marketing politique avec une surenchère des propositions qui finalement ne marchent pas et qui finalement créent de plus en plus de défiance.
Donc, comment peut-on travailler par rapport à ça pour, je dirais, instaurer un nouveau rôle dans les hommes et les femmes politiques qui soient effectivement pas des gens qui arrivent avec des solutions toutes faites, mais qui se forment à la facilitation, qui facilitent de la coopération, de l'animation, des dynamiques territoriales. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui, à mon avis, porter quand on est à la tête d'un pays, d'une région, d'un territoire, d'un maire. Voilà. Première chose, je pense qu'il va falloir aussi qu'on s'appuie sur la science, sur le partage, sur l'ouverture des données. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de possibilités sur des GIEC, un GIEC régional par exemple, et sur effectivement des apports scientifiques. Et là, on doit retravailler aussi avec le champ universitaire, académique sur ces sujets. Deux, c'est de penser les territoires dans leur globalité. Je vais vous donner un exemple très précis. Je suis aussi vice-présidente d'un syndicat intercommunal sur un lac, et puis on me sensibilise à la question des micropolluants sur le lac qui s'évacuent dans cette jolie carte postale. Et puis finalement, quand on réfléchit, on se dit, en fait, ces gouttes d'eau, au lieu de construire des tuyaux pour les évacuer, et elles vont se retrouver en une journée au bout de la Méditerranée, en travaillant avec la nature, avec les écosystèmes, en fait, on conserve à la fois les eaux, les écosystèmes font leur boulot tout seuls, et on évite des investissements extrêmement coûteux. Ça nécessite de recréer des espaces végétalisés, de repenser l'urbanisme autrement, de refaire de la formation. Mais en tout cas, à travers, on tire ce fil-là des micropolluants et puis on arrive avec des opérations d'urbanisme qui sont beaucoup plus concertées et qui vont concerner tout le monde dans les collectivités territoriales. Troisième chose, c'est de travailler sur de la diversité d'acteurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit renégocier un nouveau contrat social. On doit passer d'une logique en fait de subvention, et je le vois à la région, on est dans des logiques de subvention de réparation où on va arroser avec des plans sécheresse parce que les agriculteurs effectivement sont victimes de ces sujets-là, mais sans être dans des logiques de transformation. Et on ne peut pas être uniquement dans ces logiques de réparation. Il faut là aujourd'hui qu'on soit dans des logiques de transformation et de conditionnalité des aides. Sinon, on ne peut pas, et du coup, ça nécessite de remettre les gens dans des situations d'acteurs, de contributeurs à ces politiques publiques. Le quatrième point que je voudrais évoquer, c'est la question de l'apprentissage et de la capacité à dire les choses. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que des épisodes de sécheresse sont conjoncturels. On ne peut pas dire que les retenues collinaires vont résoudre les problèmes des agriculteurs. On ne peut pas dire que des canons à neige vont permettre de pérenniser les stations de ski. Tout ça, c'est pas possible. Et qu'il faut sortir de ces logiques de providence et encourager, soutenir des politiques de transformation. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas forcément des innovations très coûteuses. On peut travailler sur des logiques d'innovation low-tech, sur des logiques d'économie circulaire, qui sont intenses en emploi et faibles en matières premières. Et ça, je crois beaucoup à ces politiques-là qui vont nous permettre de créer des nouveaux modèles économiques. On peut se baser sur l'économie de fonctionnalité. Ce n'est pas dédié uniquement à des petites entreprises. Des gens comme Michelin qui vendent des pneus, à un moment donné, se transforment leur offre de services sur des services où ils vont gérer des parcs de camions, etc., et améliorer le coût global, le coût d'usage là-dessus et les bénéfices économiques. Mais ça nécessite aussi, je dirais, de la formation et une transformation aussi de notre enseignement supérieur. Aujourd'hui, je pense que les étudiants, et ils ont raison, sont très critiques sur la façon dont l'enseignement supérieur appréhende ces logiques de transformation économique. Et on est encore à enseigner le développement durable, qui est aujourd'hui un concept totalement dépassé. On est encore en train d'enseigner la RSE, et je le dis aussi moi-même, j'enseigne la RSE, or qu'on devrait déjà enseigner des logiques de bifurcation écologique. Dernier point, je crois qu'il faut affiner aussi la question des vulnérabilités, réduire ces vulnérabilités. Et ça, c'est aussi, je n'entends jamais un politique parler de sobriété. Et si
à un moment donné, on veut aussi être beaucoup plus résilient, il va falloir travailler sur la sobriété énergétique notamment, parce que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à mieux développer les énergies renouvelables, et c'est à cette seule condition qu'on peut réduire aussi des investissements qui sont aujourd'hui coûteux. Puis enfin, le dernier point, c'est peut-être d'affirmer les spécificités territoriales. Et je crois aujourd'hui qu'on a une vraie logique à ancrer nos territoires, à développer des petits écosystèmes résilients, et qu'en fait, c'est une transformation du récit qu'on doit avoir. C'est ça, notre politique publique, les politiques publiques ne doivent pas être orientées aujourd'hui sur uniquement de l'innovation, mais bien une transformation du récit, des récits stratégiques sur lesquels il va falloir qu'on fasse des renoncements, mais sur lesquels on va être capable de construire collectivement une vision commune et une vision partagée, territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Bien. Il nous reste vraiment une poignée de minutes. Je voudrais peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire intervenir le public, ça va être un peu compliqué, mais il me paraît important d'avoir l'avis de chacun d'entre vous sur ce qui a été évoqué par Fabienne, mais surtout sur ce qu'a dit Thierry. À la fois, ce qu'il sent actuellement, c'est qu'on avance dans une forme de cohabitation entre les impératifs écologiques et les impératifs économiques. Est-ce que vous avez ce sentiment, Alain Grandjean, Arnaud et Frédéric, pour terminer? Oui, je partage complètement le point de vue de Thierry, qui est que on ne pourra pas faire une transformation lourde et massive sans un consensus social qui n'est pas encore construit. Et je pense que l'exercice de la Convention citoyenne est absolument stupéfiant. C'est-à-dire que des citoyens bien informés finissent par proposer des choses qui, vues de loin ou vues de Sirius, semblent totalement liberticides. Et donc, je pense que ces dispositifs-là sont absolument indispensables. Mon point, simplement, c'est que l'ampleur de la transformation et la vitesse d'exécution de la transformation font qu'il faut accélérer aussi ces processus participatifs et collectifs. Sinon, on n'a pas le temps d'attendre encore une décennie. Merci Alain. Arnaud, peut-être, sur le... Non, mais je souscris complètement à ce qu'a dit Thierry Pech et ce que vient de dire Alain Grandjean, évidemment. Ce consensus, il faut qu'on arrive à le construire, puisqu'on voit bien que ça bloque, sinon, les exemples qu'a cité Thierry, les bonnets rouges, les gilets jaunes, il y en aura d'autres si on continue à imposer les mesures en top-down. Moi, les commentaires que je faisais à propos notamment des gouvernements et des décideurs, c'est que l'exercice de la Convention citoyenne, dont on voit qu'il a été absolument fructueux, qu'il a été passionnant. Alain Grandjean disait qu'ils sont arrivés à proposer des mesures que eux-mêmes, de leur propre avis, les participants de la Convention citoyenne, ils étaient absolument opposés en entrant dans cet exercice aux mesures qu'ils ont fini par proposer à la fin. Le rôle des dirigeants et du gouvernement par rapport à ça, c'est de l'accompagner et d'encourager cet exercice et d'expliquer les conclusions de cette Convention citoyenne, de les faire passer au grand public. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est quand même un détricotage des propositions de la Convention, un projet de loi qui est de plus en plus retardé. Donc, on a des raisons de s'inquiéter. Merci beaucoup. Frédéric, il nous reste 2 minutes. Vous avez terminé votre propos en mettant l'accent sur la nécessité de drastiquement modifier notre mode de développement. Et est-ce qu'on peut le faire en conciliant ces deux impératifs, écolo et économie? Je suis d'accord avec l'idée que les crises ne se succèdent pas, mais qu'elles s'ajoutent, et parce qu'en fait, elles renvoient à une causalité plus profonde, qui est une intensification de notre mode de développement depuis une cinquantaine d'années. Ce qu'il faudrait voir, et l'histoire environnementale le montre, c'est pourquoi les signaux d'alerte qui ont été lancés dans les années 60-70 n'ont pas été entendus, si bien que maintenant ils sont amplifiés par les différentes crises qui se succèdent. Merci beaucoup. Thierry, vous voulez le mot de la fin? Un mot, il nous reste 1 minute. Et après, il me restera à vous remercier, à remercier tous les gens qui ont bien voulu se connecter dans ces conditions. À vous, Thierry. Non, Serge, je veux pas le mot. Je lève pas le doigt pour avoir le mot de la fin. Je lève le doigt pour réagir à ce qu'a dit Arnaud. Moi, je n'ai pas le droit et je m'abstiens de juger le bilan politique de la Convention à ce stade, puisque
tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu pour ou contre moi par les citoyens qui doivent être parfaitement libres de leur jugement lorsqu'on les réunira pour qu'ils l'expriment publiquement. Simplement, je veux dire une chose qui, à mon avis, est objective. Beaucoup des choses qui vont être faites, qui paraîtront peut-être insuffisantes à beaucoup ici, n'auraient pas eu lieu si les citoyens ne s'étaient pas réunis pour ça. Et donc, je pense qu'ils auront, quoi qu'il arrive, matière à être fiers de la contribution qu'ils auront apportée à leur pays, à leurs concitoyens. Et je ne voudrais pas qu'à force de dire des tricotages de façon un peu, pardon, un peu répétitive et pavlovienne, on leur donne le sentiment que tout ça était vain et ne servait à rien. Je crois que ce serait faux. Il y a tout de même des choses qui vont être faites. Il y en a d'ores et déjà dans le plan de relance. Hein, il y a 7 milliards sur la rénovation des bâtiments. Il y a plusieurs milliards sur le train, etc. Donc, tout ça n'est pas rien. S'il vous plaît, prenez le temps de le reconnaître. Alain l'a un peu reconnu tout à l'heure. Ce n'est pas le mot de la fin, mais restons quand même sur cette idée qu'un cri d'alerte, c'est bien, un message d'espoir, c'est beaucoup mieux. Il me reste à vous remercier vivement pour votre participation. Je remercie aussi le public. Je n'ai pas pu prendre les questions, mais vous pouvez donc revisionner tout ce qui a été dit, qui est tout à fait intéressant, et un échange très, très fructueux. Merci à vous tous et bon après-midi. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.